Nous amorçons aujourd'hui la quatrième partie de cette série sur la planète Terre. Dans un premier bloc de 3 émissions, nous avions étudié la géodynamique interne, c'est-à-dire la structure interne de la Terre, la tectonique des plaques. Dans un deuxième bloc de 3 émissions aussi, nous nous étions attardés aux matériaux de la croûte terrestre, les minéraux et les roches. Et puis, dans un autre bloc de 3 émissions, nous avions discuté de la géodynamique externe, le couple continent-océan, les échanges entre la surface de la planète et l'atmosphère, et finalement les changements climatiques. Jusqu'ici, nous avons étudié le système Terre tel qu'il est, tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Avec cette quatrième partie, nous allons changer un peu de registre et nous allons maintenant regarder ce système dans une perspective temporelle. Nous allons faire l'histoire de la Terre. Dans la première émission, c'est-à-dire celle-ci, nous allons discuter de la notion de temps géologique. Dans les deuxième et troisième émissions, nous allons parler de l'histoire de la vie, son apparition, son évolution. Et finalement, dans la quatrième et dernière émission, nous allons étudier l'histoire des continents et des océans, avec une attention particulière en ce qui a trait à l'histoire géologique du Québec. Aujourd'hui, nous allons parler de temps géologique. Depuis le temps que je vous lance par la tête des chiffres astronomiques en milliers, millions et milliards d'années, vous allez enfin savoir d'où nous viennent ces chiffres et ce qu'ils représentent en termes de temps. À l'échelle humaine, nous n'avons aucune difficulté à concevoir le temps en termes de secondes, de minutes, de jours, d'années et même de siècles. Mais quand on arrive au millénaire, ça devient un petit peu plus difficile. Et quand on parle de milliers, millions, milliards d'années, ça dépasse l'entendement. En général, les gens nous regardent avec un petit sourire en nous disant « ben oui, vous pouvez en mettre, ça relève plutôt du domaine de la fantaisie ou de l'ésotérisme ». Pour l'historien de l'humanité, le temps est représenté par des événements, des vies d'hommes, des générations sur lesquelles on peut mettre une durée. L'histoire est consignée dans des archives, des récits, des monuments, etc. Voyons en quelle image nous faisons du temps, et particulièrement du temps géologique. Pour les anciens, le temps était concrétisé par l'écoulement du sable dans un sablier. Pour nous, femmes et hommes des temps modernes, le temps est concrétisé par les aiguilles d'une montre ou d'une horloge. Et pour vous, gens encore plus modernes, c'est la montre ou l'horloge digitale. Pour le géologue que je suis, le temps se concrétise par des roches, plus précisément par des séquences de roches. On pourrait paraphraser Jules César en disant que du haut de ces gorges, 2,5 milliards d'années d'histoire nous contemplent. Vous avez reconnu ici le Grand Canyon du Colorado. Les gorges du canyon présentent une succession de couches géologiques bien stratifiées, des roches sédimentaires, qui représentent du temps de dépôt de ces couches. En dessous, il y a des roches métamorphiques massives qui représentent le temps de formation des roches pré-métamorphisme, puis le temps du métamorphisme lui-même. Entre les deux, il y a une discordance qui représente tout le temps de soulèvement du massif métamorphique, son passage des zones profondes de la croûte terrestre aux zones superficielles, puis ensuite le temps d'érosion du massif. Le géologue représente ainsi une telle séquence. Cette succession, elle est le résultat d'une suite d'événements qu'il faut décrypter et auxquels il faut assigner une valeur de temps. Temps du métamorphisme des roches métamorphiques, temps relié à l'intrusion des roches ignées, temps de dépôt des roches sédimentaires, temps d'érosion représenté par des surfaces de ravinement et temps de plissement des couches et d'érosion représenté par les discordances angulaires. Cette succession de roches, ce sont les archives de l'historien de la Terre. Comme je viens de vous le dire, elles représentent 2,5 milliards d'années d'histoire. Aujourd'hui, on peut avancer ce chiffre avec confiance, mais il a fallu quand même passablement de temps pour qu'on raffine nos méthodes de datation et qu'on développe un calendrier géologique fiable. On ne pourrait faire l'histoire sans calendrier, sans une échelle de temps qui nous permette de greffer les événements que nous décryptons dans les roches. Nous allons voir dans cette émission quelles sont les méthodes dont nous disposons pour les datations et comment on a développé ce calendrier des temps géologiques.
Je vais traîner cet exemple du Grand Canyon jusqu'à la fin de l'émission. Les premières tentatives de datation des couches géologiques ont utilisé de simples méthodes de déduction dignes d'un Sherlock Holmes. La simple observation des relations spatiales entre les corps géologiques permet de déduire leurs âges relatifs. Un premier concept de datation a été présenté en 1669 par un physicien danois, Nicolas Steno. Ce concept, qui présente deux principes intimement liés, peut paraître à première vue très simpliste, mais il est fondamental. Première idée, les couches sédimentaires se sont d'abord déposées à l'horizontale. C'est le principe de l'horizontalité primaire. Seconde idée, les couches se sont superposées les unes sur les autres, ce qui implique que celle qui est en dessous est la plus vieille et au-dessus la plus jeune. C'est le principe de la superposition. Exprimé simplement sur ce schéma, le principe de la superposition dit que la couche 1 est la plus vieille et la couche 4 la plus jeune. On a les âges relatifs des couches. Pour chacune, je sais où elle se situe en temps par rapport aux autres. Je vous signale immédiatement que le géologue a l'habitude de regarder les successions géologiques de bas en haut, du plus vieux au plus jeune, et de noter en conséquence. Simpliste? Peut-être. Mais allez donc savoir, dans des couches plissées, quel est le sens de la superposition originelle et par conséquent, quelles couches sont les plus vieilles et lesquelles sont les plus jeunes. Nous avons vu, quand nous avons parlé de la déformation des roches, que les flancs de plis pouvaient être déversés, renversés et même couchés. Dans la partie droite de la photo, la séquence de superposition va-t-elle de bas vers le haut ou l'inverse? Vous serez peut-être surpris si je vous dis qu'il s'agit d'un pli couché et que la séquence de superposition va du haut vers le bas. Il nous faut donc trouver dans les roches des critères qu'on dit de polarité pour déterminer le sens de la superposition. Un second concept de datation relative a été présenté par Charles Lyell en 1830. Il s'agit de la règle des recoupements. Un corps rocheux qui en recoupe un autre est nécessairement plus jeune que celui qui le recoupe. Encore une fois, élémentaire, mon cher Watson. Sur ce schéma, l'âge relatif des couches 1, 2, 3 et 4 nous est fourni par le principe de superposition. Si un dike de roche ignée s'introduit dans la pile sédimentaire, disons celui en brun clair, visible sur les deux faces, et vient recouper l'ensemble, il est bien clair que ce dike est plus jeune que les couches 1 à 4. Si un second dike se met en place et recoupe le précédent, il est plus jeune que ce dernier. Si finalement un petit pluton en rouge foncé est injecté et recoupe le dike en brun moyen, ce pluton est définitivement plus jeune que le dike qu'il recoupe. La suite des événements sera donc dans l'ordre 5, 6 et 7. Même si le pluton 7 ne recoupe pas le dike 5, je sais qu'il est plus jeune que ce dernier parce qu'il recoupe le dike 6 qui, lui, recoupe le dike 5. Tout cela apparaît à nouveau fort simple. Ces observations se font à toutes les échelles, à l'échelle d'un petit affleurement de quelques mètres carrés, comme à l'échelle de toute une région de plusieurs kilomètres carrés. C'est au 19e siècle qu'on a compris l'importance de reconnaître des structures particulières dans nos séquences de roches pour pouvoir établir des datations relatives. Il s'agit des discordances. Voici une situation où on a en contact une masse intrusive en rouge et une suite de couches sédimentaires. Le contact entre les deux unités est irrégulier. Normalement, on serait porté à dire que la masse intrusive est plus jeune que les couches qui l'entourent. Mais ici, il faut voir que les roches sédimentaires contiennent des fragments, des morceaux de roches ignées. Cette situation implique que le massif igné a été exposé en surface à l'action de l'érosion et que les particules arrachées par l'érosion ont été incorporées dans les sédiments qui ont progressivement recouvert le massif. Le massif intrusif est donc plus vieux que la suite de couches sédimentaires qui le recouvrent. Cette surface entre roches ignées et roches sédimentaires s'appelle une discordance d'érosion. Dans nos exemples précédents, le temps géologique était représenté par des couches qui avaient mis un certain temps à se déposer,
ou par la mise en place d'intrusions qui représentaient des événements courts en temps. Ici, cette discordance représente aussi du temps géologique, mais du temps où non seulement il n'y a pas eu de dépôt, mais où il y a eu érosion, suppression de dépôts. Examinons une autre situation de discordance. Partons d'une succession de couches horizontales. Supposons que les forces tectoniques de compression plissent ces couches, les soulèvent et les amènent en situation où elles vont être érodées et le relief aplani. Si d'autres couches viennent se déposer au-dessus, à l'horizontale, par exemple à la faveur d'un envahissement par la mer, on aura une situation d'angularité entre les deux ensembles. La surface qui sépare les ensembles s'appelle une discordance angulaire. Comme dans le cas précédent, elle représente du temps géologique. Ici, tout le temps du plissement et de l'érosion. En voici un bel exemple où les couches sédimentaires à la base de la photo sont à la verticale, recouvertes par des couches légèrement inclinées. Voilà, nous venons de voir des méthodes simples de datation relative des corps géologiques, des méthodes que le géologue utilise régulièrement dans ses travaux de terrain. Je vous signale que nous sommes encore loin du temps réel, du temps chiffré en termes d'années, de millénaires ou de millions d'années. Revenons à notre séquence du Grand Canyon. Les relations de recoupement nous permettent de dire, entre autres, que les roches intrusives de la base de la séquence sont plus jeunes que les roches métamorphiques. Les discordances angulaires indiquent qu'il y a eu des phases de plissement sous elles, etc. C'est au début du 18e siècle que s'est développée une méthode de datation qui deviendra la plus répandue et qui demeure encore aujourd'hui la plus répandue. C'est la datation par fossiles. C'est un ingénieur anglais du nom de William Smith qui s'est rendu compte qu'effectivement, on pouvait dater les roches avec les fossiles. C'est en creusant dans des roches sédimentaires disposées à l'horizontale qu'il s'est rendu compte qu'à mesure du creusage, il trouvait divers types de roches et que finalement, ces divers types de roches formaient une succession ordonnée. Il s'est rendu compte, en creusant sur un autre site, qu'il retrouvait cette même succession et que finalement, cette succession, il la retrouvait à tous les sites où il creusait. Il en était rendu au point que lorsqu'il commençait à creuser dans un type de roche, il pouvait prédire dans quel autre type il allait tomber, ce qui était excellent pour lui pour la planification de ses travaux. Il s'est rendu compte aussi que ce n'était pas uniquement les types de roches qu'il retrouvait comme ceci en succession, mais aussi les fossiles. Ces roches étaient très, très fossilifères. Et donc, il retrouvait à chacun des sites toujours la même succession de fossiles. Il venait donc de découvrir la loi de succession faunique sans trop le savoir. En effet, ce n'est qu'un siècle plus tard que Darwin publia sa théorie sur l'évolution des espèces, qui mettait en évidence que chaque période géologique était caractérisée par des assemblages fauniques bien spécifiques, en fonction évidemment de l'évolution. En d'autres termes, à partir du moment où l'on sait qu'une période géologique est caractérisée par un assemblage faunique spécifique, le fait de trouver cet assemblage dans des couches de roches nous indique donc qu'il appartient à cette période géologique. Nous reviendrons sur l'application de la méthode. Pour l'instant, puisqu'on parle de fossiles, il nous faut voir ce que sont les fossiles. Sommairement définis, les fossiles, ce sont les restes d'organismes ou leurs pistes, leurs traces qu'on retrouve dans les sédiments ou dans les roches sédimentaires. La question à laquelle j'ai eu à répondre le plus souvent en ce qui concerne les fossiles, c'est bien comment ces fossiles ont-ils pu rentrer dans la roche? Bien, je viens de le dire, les fossiles se situent dans les sédiments ou dans les roches, et à tout fin pratique, dans les roches sédimentaires. Certains, on peut trouver des fossiles à la surface des affleurements, mais les chances que vous trouviez de beaux spécimens sont relativement minces, puisqu'il y a certainement d'autres qui ont passé avant vous. La manière la plus commune utilisée par les géologues ou les amateurs collectionneurs, c'est de briser la roche pour voir s'il y a des fossiles à l'intérieur. On développe un certain flair pour le type de roche pouvant contenir des fossiles et surtout, on sait comment briser cette roche. Par exemple, si vous êtes chanceux en ouvrant cette roche ici, bien, vous trouveriez ces magnifiques trilobites.
Comment ces trilobites ont-ils pu entrer dans la roche? Posons-nous la question à savoir qu'est-ce qui arrive au reste d'organismes après qu'ils meurent. Essentiellement, les organismes sont constitués de deux parties, ce qu'on appelle les parties molles, c'est-à-dire la matière organique, et la matière solide, le squelette minéralisé. Ce n'est pas tous les organismes qui possèdent un squelette minéralisé. Plusieurs ne possèdent que des parties molles, comme par exemple la plupart des végétaux, les vers de terre, les méduses et toutes les bactéries. Il est relativement rare que les parties molles soient fossilisées. Ça prend des conditions particulières, comme par exemple lorsqu'elles sont enfouies dans la glace, l'huile ou la résine. La glace, la résine ou l'huile isolent la matière organique de l'oxygène, ce qui permet sa conservation. Un bel exemple, ce sont ces insectes qui ont été piégés dans de la résine, ce qu'on appelle plus communément l'ambre, et qui sont très bien conservés comme ce spécimen. Vous connaissez tous l'histoire de Jurassic Park. On peut aussi penser à ces fameux mammouths qu'on a retrouvés fossilisés, gelés dans les glaces de l'Arctique, ou bien encore à ces bactéries qu'on retrouve dans les huiles. Une autre possibilité, c'est que par distillation de la matière organique, les volatiles comme l'hydrogène, l'oxygène et l'azote sont enlevés et qu'il ne reste finalement qu'un mince film de carbone. C'est l'exemple de ces fougères fossiles qu'on retrouve ici. Vous voyez, elles sont en noir sur la roche grise plus pâle et donc qui sont représentées par uniquement ce mince film de carbone. Les organismes ont laissé des traces, des pistes, et ces traces sont considérées comme des fossiles. On les appelle des ichnofossiles. Deux beaux exemples ici, ces terriers que l'on voit sur cette plaque qui provient de la région des Basses-Terres, dans la région de Québec ici. Alors, ces grands boudins allongés que vous voyez, c'est des terriers qui ont été creusés par un organisme qui bouffait le sédiment probablement. Un autre bon exemple, c'est les pistes de dinosaures, donc caractéristiques ici, les 3 doigts de ces pieds de dinosaures. Voici un autre exemple de traces laissées par un organisme à la surface d'une couche sédimentaire. Ces traces méandriques fossiles qui datent de 400 millions d'années ont été faites par des organismes qui se déplaçaient par reptation à la surface du sédiment. Puisqu'il s'agit d'un fossile, ces traces portent un nom, comme tout fossile. Ici, il s'agit de la trace Scalarituba. Si on accepte les pistes et les traces fossiles, ces modes de fossilisation sont peu communs. En général, ce qu'on retrouve comme fossiles, ce sont les restes minéralisés, les squelettes des organismes. On nous dit oui, mais ça ne doit pas être le squelette original, la coquille originale de l'organisme, ça doit être une sorte de remplacement ou encore de réplique. Oui et non. Voyons ce qui arrive au squelette des organismes après que ces derniers soient morts. Après la mort de l'animal, les coquilles sont débarrassées de leur matière organique par l'oxydation. Elles se retrouvent sur le sédiment, certaines désarticulées, d'autres encore articulées. Avec le temps, nos coquilles vont être ensevelies par les sédiments et se retrouver à l'intérieur de ce sédiment. À ce stade-ci, on peut parler de fossiles. Ces nombreuses coquilles dans les sables de la mer Champlain, de la région de Québec, sont des fossiles. Ils datent d'une bonne dizaine de milliers d'années. La composition des coquilles n'a pas été modifiée. On a la coquille originelle. Si, avec le temps, le sédiment se transforme en roche sédimentaire, on aura conservé la coquille originelle dans la roche. Comme cette colonie de brachiopodes provenant du Silurien d'Anticosti. C'est là un mode très commun de fossilisation, pour ne pas dire le plus commun, qui préserve souvent les moindres détails de la coquille ou du squelette. J'ai ici quelques beaux exemples de fossiles qui sont composés de la minéralogie originelle des squelettes. Comme par exemple ici, ces coquilles de brachiopodes qui sont composées à l'origine de calcite et qui sont toujours composées de calcite. Ces brachiopodes datent du Dévonien de Gaspésie, donc quelque chose comme 370 millions d'années. De beaux trilobites ici, je vous ai déjà montré précédemment les trilobites dont la carapace ici est composée de calcite, donc c'est sa minéralogie originelle. Un autre petit trilobite ici, même âge que le précédent, 450 millions d'années environ, vous remarquerez que les moindres détails sont bien conservés sur cette carapace.
Le squelette des poissons, en général, est composé de phosphate, mais il y a des exceptions, comme par exemple ici ce magnifique poisson fossile qui nous vient de Miguacha. Il s'appelle le Botryolépis. C'est un poisson cuirassé dont la cuirasse que vous voyez ici est formée de carbonate de calcium, donc de calcite, de même que les ailerons que vous voyez ici. D'autres poissons fossiles, un autre bel exemple de poisson fossile, ici cette fois phosphaté, où les moindres détails sont très bien conservés. Il s'agit d'un poisson à squelette phosphaté qui date de quelques 35 millions d'années. En parlant de poisson, voici une dent de requin fossile qui aussi a gardé sa minéralogie originelle, c'est-à-dire de phosphate. Ici, on a une très belle petite étoile de mer dont le squelette original est très bien conservé. Cette étoile de mer, elle fait partie du grand groupe qu'on appelle des échinodermes. Et dans ce grand groupe des échinodermes, il y avait des lys de mer. Des lys de mer qu'on appelle des crinoïdes. En voici un magnifique exemple ici. Ces crinoïdes sont des organismes qui sont perchés sur une longue tige de carbonate de calcium et qui sont composés d'un calice ici à la base supportant des bras que vous voyez ici. Un autre spécimen ici, beaucoup plus petit, sur la même plaque qui date de 410 millions d'années, avec sa tige ici, son petit calice et les bras que vous voyez ici. Un autre spécimen magnifique de ces crinoïdes ici, où on voit plusieurs calices. On voit donc ici la tige avec un calice ici, et puis tous ces autres ici. Les détails sont conservés de façon fantastique sur ce spécimen. Si on y regarde d'un peu plus près, les bras ici comportent ce qu'on appelle des cils, et vous voyez comment ces cils sont conservés dans leurs moindres détails. Voici un vulgaire calcaire sur lequel on ne voit pas de fossiles, mais si on taille des plaques minces pour l'observer au microscope, on y trouve des structures tubulaires qui sont les parois de microalgues ou de bactéries. Les tubes ici ont quelques dizaines de micromètres seulement. Ce sont des microfossiles qui sont parfaitement bien conservés. Tous ces fossiles que je viens de vous montrer ont conservé leur minéralogie originelle. Il arrive que durant la diagenèse, rappelez-vous, la diagenèse, c'est tous ces phénomènes qui affectent le sédiment ou la roche sédimentaire après sa formation. Donc, il arrive que durant la diagenèse, la minéralogie originelle soit remplacée par d'autres minéraux. Un remplacement fréquent est celui de la calcite ou l'aragonite par la silice, le quartz, lorsqu'il y a des solutions riches en silice qui circulent dans les sédiments ou les roches. On a le plus souvent des fossiles dont la forme est bien conservée, mais dont la minéralogie est totalement différente que la minéralogie originelle. Un exemple spectaculaire de cela, c'est le remplacement du bois des arbres par la silice. On parle souvent de bois pétrifié, changé en roche, comme ces très beaux exemples de bois silicifié âgés de 225 millions d'années provenant de la forêt pétrifiée de l'Arizona. Toutes les structures des troncs d'arbres qui, par endroits, atteignent quelques dizaines de mètres de longueur sont bien préservées, ainsi que les fines textures du bois même. La silice, le quartz, remplace parfois la calcite en conservant très bien les structures fines, comme chez ce brachyopode silicifié, dont la coquille était de calcite et est maintenant de silice. À l'occasion, la pyrite vient remplacer la coquille originelle, comme chez cet ammonite, qui originellement était d'aragonite. Certaines coquilles ou squelettes possèdent des minéralogies instables, comme par exemple l'aragonite. Beaucoup de mollusques sont aragonitiques et leurs coquilles seront parfois mal conservées. Ces coquilles seront facilement dissoutes par les eaux souterraines et laisseront une cavité dans la roche, une cavité qui représente un moulage exact des parties internes et externes de la coquille. Voilà qui répond à nos questions de départ. Les fossiles ne sont pas entrés dans la roche, mais les squelettes des organismes ont été déposés en même temps que le sédiment, ont été incorporés dans ce sédiment qui, progressivement, a été transformé en roche sédimentaire. On retrouve le plus fréquemment le squelette original des organismes. Les fossiles peuvent être extrêmement abondants dans les roches sédimentaires et c'est pour ça qu'on les utilise pour dater ces couches. Ils ont longtemps constitué la méthode par excellence de datation et continuent à être un outil privilégié.
Depuis le temps qu'on étudie les fossiles, on a constitué des archives importantes, sorte de catalogue dans lequel on retrouve un répertoire de tous les fossiles qui ont été collectionnés à la surface de la planète, avec leur distribution géographique ainsi que leurs âges respectifs. On s'est rendu compte que certains fossiles représentent des intervalles de temps très longs, d'autres des intervalles de temps plutôt restreints. Ce sont ces derniers qui sont les plus utiles pour la datation des couches. Une première façon de dater les roches sédimentaires, c'est par la méthode des fossiles pilotes. C'est simple, lorsqu'on trouve un fossile dans une couche sédimentaire, on va consulter nos catalogues et on regarde quel est l'intervalle de temps représenté mondialement par ce fossile. Évidemment, l'âge sera d'autant plus précis que le fossile aura une durée de vie plutôt courte. La seconde méthode de dater les couches, celle qui est la plus répandue, c'est la méthode par les assemblages fossilifères. Voyons une analogie pour que vous compreniez bien comment fonctionne cette méthode. Supposons que je veuille savoir quand a été prise la photo sur laquelle se trouve un homme, sa fille et son petit-fils. L'homme a vécu, disons, de 1903 à 1973. Sa fille est née en 1934 et est décédée en 1996. Le petit-fils est né en 1972, mais il est décédé en 1980. Évidemment, le seul moment où la photo a pu être prise, c'est en 72-73, la seule période de temps où ces trois personnes étaient vivantes en même temps. On fait la même chose avec les fossiles. On prend pour acquis que lorsqu'on retrouve un assemblage de fossiles sur une même couche de roches sédimentaires, que les organismes représentés par ces fossiles ont tous vécu en même temps. On consulte donc nos catalogues pour savoir quelle est la durée de vie de chacun de ces fossiles. Par exemple, voici une couche sédimentaire qui date de quelques 400 millions d'années, sur laquelle se trouvent plusieurs espèces différentes de brachiopodes. Supposons que l'espèce A est connue du silurien inférieur au carbonifère inférieur. Je reviendrai dans quelques minutes sur cette façon de désigner les âges. Que l'espèce B est connue du dévonien inférieur au carbonifère supérieur, que l'espèce C a une durée de vie très longue qui va de l'anté-ordovicien au post-carbonifère, et ainsi de suite pour les espèces D et E. Évidemment, vous avez compris que le seul temps où ces espèces ont pu vivre toutes en même temps et par conséquent ont pu se retrouver sur le même fond marin, c'est le dévonien inférieur. L'assemblage et la couche qui le contient datent donc du dévonien inférieur. Aucun de ces fossiles pris individuellement aurait pu fournir un âge aussi précis. Une troisième méthode, mais moins disponible, c'est la méthode par série évolutive ou encore ce qu'on appelle des séries phylogéniques. À nouveau, prenons un exemple. Supposons qu'on a pu établir la lignée évolutive des espèces d'un genre donné, les espèces A, B, C, D et E, avec un bon contrôle des âges et de la répartition temporelle de chacune des espèces. Comme il s'agit d'une lignée évolutive, l'apparition ainsi que la disparition de l'espèce marquent un temps bien précis relié à l'évolution. La présence d'une de ces espèces dans une couche fixe donc une limite d'âge précise à cette couche. Par exemple, si on trouvait l'espèce C dans une couche, on saurait que celle-ci doit avoir un âge dans le dévonien moyen. Grâce à ces méthodes de datation relative, superposition, recoupement, discordance fossile, les géologues et paléontologues européens ont établi dès le 19e siècle une échelle relative des temps géologiques. Voici cette échelle. Vous y retrouverez plusieurs des termes que vous avez déjà vus ou entendus. Les temps géologiques sont divisés en 4 grandes ères. Comme l'échelle a été construite principalement à partir des fossiles, leurs limites sont définies à partir de bris fauniques, c'est-à-dire des changements majeurs dans les assemblages de fossiles. Nous verrons dans les dernières émissions qu'en fait, ces bris correspondent à des extinctions de masse importantes. Ces ères sont, de la base du tableau vers le sommet, le précambrien, l'ère la plus vieille qui tire son nom du fait qu'elle vient avant le cambrien, qui, à l'époque, était considéré comme le point de départ de la vie. Il y avait avant et après le cambrien. Le paléozoïque, la vie ancienne. Certains continuent à utiliser un ancien terme, le primaire, les premiers moments de la vie.
Le Mésozoïque, le milieu de la vie, que certains appellent le secondaire, et le Cénozoïque, la vie récente. Pour continuer dans le sens de primaire et secondaire, le Cénozoïque est divisé en tertiaire et en quaternaire. Chacune des ères est divisée en périodes. Le précambrien est divisé en archéen, la période la plus ancienne, et le protérozoïque, nommé pour noter la première vie, puisque plus tard, on a trouvé des fossiles sous le cambrien. Le paléozoïque est divisé en 6 périodes, des termes que vous avez certainement déjà entendus: cambrien, ordovicien, silurien, dévonien, carbonifère et permien. Vous trouverez l'origine de ces termes sur le site Internet du cours. Le Mésozoïque, divisé en 3 périodes, le Trias, le Jurassique et le Crétacé. Puis le Cénozoïque, comme on l'a dit, divisé en 2 périodes seulement, tertiaire et quaternaire, lesquelles sont subdivisées en époques dont je vous fais grâce de l'énumération. Je vous invite à vous familiariser avec le tableau des temps géologiques sans nécessairement mémoriser tous les noms, car dans les prochaines émissions sur l'histoire de la Terre, nous allons nous y référer régulièrement. Revenons sur notre exemple de départ, la succession du Grand Canyon. Les fossiles ont permis d'y ajouter les âges relatifs. On est donc en mesure, avec nos méthodes de datation relative, de relater l'histoire géologique de cette succession. Ainsi, on peut déterminer, grâce aux relations de discordance, que le précambrien, plus spécifiquement ici le protérozoïque, se divise en 2 parties. Le protérozoïque inférieur est formé de roches métamorphiques injectées de roches intrusives. On peut donc dire qu'il y a eu d'abord dépôt de sédiments, puis transformation en roches sédimentaires, puis métamorphisme, puis injection des roches intrusives. Le protérozoïque supérieur est formé de roches sédimentaires plissées. Entre le protérozoïque inférieur et supérieur, il y a eu une période d'érosion puisque les roches intrusives sont recoupées par la surface. Puis dépôt des sédiments du protérozoïque supérieur. Entre le protérozoïque et le cambrien, il y a une discordance angulaire, ce qui suppose une phase de plissement suivie d'une phase d'érosion, puis dépôt du cambrien. Cette discordance est particulièrement bien visible sur cette photo où les couches bien stratifiées du paléozoïque mésozoïque reposent en discordance sur les roches massives métamorphiques du protérozoïque. Entre le cambrien et le dévonien, il manque tout l'ordovicien et le silurien. Le contact correspond à une surface de ravinement, ce qui implique qu'il y a eu une phase d'érosion qui a peut-être enlevé tout l'ordovicien et le silurien, on ne peut pas le dire. À la suite du dévonien, il y a dépôt du carbonifère, puis du permien et du trias. Une surface de ravinement dans le permien indique qu'une partie du permien a été enlevée par érosion. Le dernier événement est le creusement de toute la séquence par le Colorado qui a formé le canyon. Aujourd'hui, il manque, au-dessus du Trias, des couches qui représenteraient l'intervalle de temps jurassique au quaternaire. Ces couches ont-elles été érodées par le Colorado ou ne se sont-elles jamais déposées? On ne peut le dire ici, dans cette succession. Il faudrait aller voir les successions voisines pour le savoir. Voilà, c'est ainsi qu'on fait l'histoire d'une succession donnée, puis l'histoire de toute une région à partir de plusieurs successions, et finalement l'histoire d'un continent. À ce stade-ci, vous ne pouvez pas faire autrement que me demander, mais quel est le temps impliqué? Quelle est la durée réelle en temps mesurable de cette échelle? Avant la découverte de la radioactivité au début du 20e siècle, et plus particulièrement le développement d'une technique de datation qui utilise la radioactivité au milieu du 20e siècle, la réponse était « on ne le sait pas ». Notre tableau des temps géologiques est censé représenter toute l'histoire de la Terre. Quelle est donc la durée de cette histoire ou, exprimé autrement, quel est l'âge de la Terre? Vous vous souvenez que c'est un sujet que nous avons brièvement abordé dans des émissions précédentes. Je vais quand même vous rappeler quelques jalons historiques à ce sujet. Les anciens Grecs n'avaient pas véritablement de problème avec l'âge de la Terre parce que pour eux, il n'y avait ni commencement ni fin.
C'est véritablement la Bible qui a fixé un point de départ avec l'histoire de la création. Vous vous souviendrez peut-être qu'en 1654, l'évêque Ussher, à partir du décompte des générations dans la Bible, avait calculé que la Terre avait été créée en 4004 avant Jésus-Christ, ce qui lui donnerait un âge approximatif, donc de 6000 ans actuellement. Hutton et Lyell, au 18e, 19e siècle, se sont opposés à un âge aussi jeune pour la Terre. Pour eux, à partir de l'observation des processus qui agissent à la surface de la planète, ils comprenaient très bien que finalement, il fallait un âge beaucoup plus grand. Cependant, ils n'ont pas véritablement proposé d'âge pour la Terre. À leur suite, on a tenté de donner un âge à partir de l'action de ces processus et on a proposé des âges qui variaient entre 3 millions et 3 500 millions d'années. Alors, vous voyez que la fourchette est passablement large. À la fin du 19e siècle, Lord Kelvin, lui, a calculé, à partir du refroidissement de la planète, que la Terre devait avoir un âge qui tournait autour des 100 millions d'années. Et un peu à sa suite, au début du 20e siècle, Joly, un chercheur irlandais, lui, a tenté de trouver l'âge de la Terre, simplement en calculant, à partir de la salinité des océans, combien de temps il avait fallu pour saler ces océans. Il est arrivé à un chiffre qui variait entre 83 et 89 millions d'années. Tous ces âges sont trop jeunes. De là la nécessité d'établir une horloge géologique qui soit fiable. Et c'est ce que l'on a réussi avec les datations radiométriques. On a donc réussi à établir que l'âge de la Terre est de 4 milliards et demi d'années. La radioactivité, ou plus précisément une application du phénomène de la radioactivité, la radiométrie, c'est-à-dire la mesure de la radioactivité, est venue nous fournir cette horloge dont on avait besoin pour parler de temps mesurable. Je vais essayer de vous expliquer le plus simplement possible cette méthode. Mais il nous faut d'abord voir quelques principes de base en ce qui concerne la radioactivité. Nous savons tous que l'atome est constitué d'un noyau formé de protons, chargés positivement, et de neutrons de charge neutre, comme le nom l'indique. Un noyau autour duquel gravitent des électrons chargés négativement. Toute la masse est concentrée dans le noyau. Il y a deux paramètres importants qui définissent un atome. C'est la masse atomique, qui est donnée par la somme du nombre de protons et de neutrons, et le numéro atomique, qui est donné par le nombre de protons seulement. Normalement, le noyau d'un atome est stable, c'est-à-dire que les forces qui tiennent ensemble les protons et les neutrons sont suffisamment grandes pour maintenir cette stabilité. Chez certains atomes, ces forces ne sont pas suffisamment grandes et le noyau se déstabilise et se désintègre. C'est la radioactivité. Cette radioactivité, elle s'exprime par l'émission de deux sortes de particules. Des particules alpha, chacune constituée de 2 protons et de 2 neutrons, ce qui entraîne une perte de 4 dans la masse atomique et de 2 dans le numéro atomique. Des particules bêta, chacune constituée d'un électron. Il faut savoir que cet électron vient du noyau et il faut aller le chercher chez un neutron qui alors devient un proton. Il y a donc gain de 1 au numéro atomique, mais aucun changement au niveau de la masse atomique. Prenons un exemple, une désintégration bien connue qu'on utilise en géologie, la désintégration de l'uranium-238 en plomb-206. Cette désintégration se fait par l'émission de 8 alpha et de 6 bêta. En vertu des pertes et des gains que je viens de vous expliquer, la masse atomique passe de 238 à 206 et le numéro atomique passe de 92, qui est le numéro atomique de l'uranium, à 82, qui est le numéro atomique du plomb. Voilà qui vous explique pourquoi on parle de la désintégration uranium-238, plomb-206. La réaction de désintégration peut se résumer ainsi. Un élément parent, dans notre cas l'uranium, se transforme progressivement en un élément rejeton, le plomb. Certains vont parler de père-fils ou d'autres de mère-fille, c'est comme vous voulez. Cette désintégration met un certain temps à se faire
Et c'est ça qui nous intéresse ici. Illustrons-le comme ceci en utilisant comme exemple le sable qui s'écoule à travers un sablier. Après un certain temps, disons le temps 1, une partie de la quantité originelle d'éléments parents, P, aura été transformée en une quantité R1, l'élément rejeton. Il ne restera qu'une quantité P1 de l'élément parent. Ceci peut s'exprimer par le rapport R1 sur P1. Après un temps 2, on obtiendra un rapport R2 sur P2, plus grand que le précédent, puisque la quantité d'éléments rejetons R a augmenté. Même chose après un temps 3, la quantité de R a augmenté et le rapport R3 sur P3 aura aussi augmenté, et ainsi de suite. On peut donc dire que le rapport R sur P est fonction du temps de désintégration. On connaît bien les constantes de désintégration pour les réactions qu'on utilise habituellement. Par conséquent, si on connaît le rapport R sur P, on est capable de calculer le temps. Ce qu'on calcule, c'est le temps qu'a mis la désintégration à se faire. Et ceci est un point très important. En fait, ce que l'on obtient, c'est depuis combien de temps se fait cette désintégration. En pratique, il s'agit de trouver des minéraux qui contiennent des éléments radioactifs, comme par exemple des zircons, un minéral qui est un silicate de zirconium, donc formé de zirconium, silicium et oxygène. Dans ce minéral, une certaine quantité du zirconium peut être remplacée par l'uranium, ce qui rend ce minéral utile pour les datations. Un autre minéral, c'est l'uranite, un oxyde d'uranium. Au moment où le minéral cristallise, il incorpore une certaine quantité d'uranium, mais pas de plomb. Cet uranium va commencer immédiatement sa désintégration. En analysant les zircons dans un granit, par exemple, on détermine la proportion entre ce qui reste d'uranium et la quantité de plomb qui a été produit, de façon à pouvoir calculer depuis combien de temps se fait cette désintégration. Comme le minéral a cristallisé en même temps que le granit, on se trouve donc par le fait même à trouver l'âge du granit. C'est pourquoi on parle d'âge radiométrique, c'est-à-dire un âge obtenu par la mesure des produits de la radioactivité. Dans le cas de notre sablier, la courbe d'écoulement du sable s'exprime par une droite, une relation linéaire. Sur ce graphique, on a le pourcentage de l'élément parent sur l'axe vertical et sur l'axe horizontal, le temps croissant vers la droite, exprimé ici en minutes. Supposons qu'il s'agisse d'un sablier d'1 heure. Après un quart d'heure, le quart du volume de sable se sera écoulé et il restera 75 % du sable dans la partie supérieure du sablier. Après une demi-heure, il en restera 50 % et après 3/4 d'heure, il n'en restera que 25 %. Dans le cas de la radioactivité, la réaction de désintégration n'est pas linéaire, mais exponentielle. Elle s'exprime par cette courbe qui montre que le taux de désintégration diminue avec le temps. Le taux de désintégration est très rapide au début et décroît par la suite. Des mesures en laboratoire ont montré que la désintégration suit une règle simple. La moitié des atomes parents qui se trouvent dans un système fermé se désintègrent pour former des atomes rejetons dans un intervalle de temps fixe. Cet intervalle s'appelle la demi-vie. En clair, la demi-vie, c'est le temps nécessaire pour que la moitié de l'élément parent soit désintégré. Attention, ce n'est pas la moitié de la vie de la désintégration, c'est le temps nécessaire pour que la moitié de l'élément parent soit désintégré. Voici une illustration qui permet de mieux visualiser ce qu'on entend par demi-vie. Prenons la réaction uranium-plomb qui a une demi-vie de 4,5 milliards d'années. Après une demi-vie, c'est-à-dire 4,5 milliards d'années, il restera la moitié de l'élément parent. Après un autre 4,5 milliards d'années, soit au total 9 milliards, la moitié de ce qui restait sera désintégré. Il restera donc le quart de l'élément parent. Et ainsi de suite. Cela va s'exprimer de la façon suivante sur notre courbe de désintégration. Sur l'axe horizontal, j'ai placé les demi-vies, chacune de longueur égale. On voit que progressivement, les quantités d'éléments parents diminuent à chaque demi-vie. Voici quelques-unes des désintégrations utilisées le plus couramment.
L'uranium-238, plomb 206, avec une demi-vie de 4,5 milliards d'années, comme nous venons de le voir. Vous voyez qu'on peut dater des roches passablement vieilles avec cette méthode. Le rubidium-87, strontium-87, avec une demi-vie encore beaucoup plus longue, 47 milliards d'années. Le potassium-40, argon-40, une demi-vie plus courte, 1,3 milliard d'années. À chaque fois qu'il est question de datation de roches ou de matériaux anciens, on nous revient avec l'incontournable carbone-14. Qu'en est-il de cette méthode? Disons d'abord que le carbone commun dans la nature a une masse atomique de 12. Il se retrouve aussi sous d'autres formes comme le carbone de masse 13 et le carbone de masse 14. On appelle ces diverses formes d'un même élément des isotopes. Ils ont tous le même nombre de protons, mais le nombre de neutrons diffère d'un isotope à l'autre. Le carbone 12 et le carbone 13 sont des isotopes stables, tandis que le carbone 14 est un isotope radioactif qu'on utilise pour les datations. Pour bien comprendre la méthode, il nous faut voir d'où vient le carbone 14. Le bombardement des gaz de la haute atmosphère par les rayons cosmiques fait que l'azote 14 se transforme en carbone 14, qui se combine à l'oxygène pour former du CO2, mais un CO2 spécial où le carbone est de masse atomique 14. Appelons-le le CO2 14. Ce CO2 14 vient se mélanger au CO2 qui vient des autres sources, comme des volcans et de l'oxydation des matières organiques, ou aujourd'hui de la combustion des hydrocarbures. Le CO2 qui provient du cycle photosynthèse-oxydation des matières organiques est aussi particulier. En effet, la photosynthèse consomme du CO2 atmosphérique, c'est-à-dire un CO2 qui contient en partie du carbone 12 et en partie du carbone 14. C'est donc dire que les végétaux, ainsi que les animaux qui consomment des végétaux, contiendront une certaine quantité de carbone 14. C'est ce carbone 14 qui est utilisé pour la datation, selon le même principe dont on a discuté pour les autres méthodes. Le carbone 14 se désintègre en azote 14, mais cet azote est un gaz qui s'échappe dans la nature. Au départ, tout organisme contient du carbone 12 et du carbone 14. Et puisque le carbone 12 est stable, ce qu'on mesure, c'est le rapport entre carbone 14 et carbone 12 qui indique à quel rythme s'est désintégré le carbone 14. Connaissant le rapport qui existe dans la nature entre carbone 14 et carbone 12, ainsi que la constante de désintégration, on peut, comme dans les autres méthodes, calculer le temps qui s'est écoulé depuis que l'organisme est mort et que le carbone 14 de ses tissus ou de son squelette se désintègre. En effet, tant que l'organisme vit, il renouvelle sa quantité de carbone en permanence. C'est à sa mort que le carbone 14 commence sa désintégration. Par conséquent, l'âge que l'on obtient avec la méthode du carbone 14, c'est l'âge de la mort de l'organisme, que ce soit du bois, des coquillages, de la tourbe, des tissus, de lin, de coton, de laine, etc. Beaucoup de gens pensent qu'on peut dater à peu près n'importe quoi avec le carbone 14. Il faut bien voir que seuls les matériaux qui ont déjà été du vivant peuvent être datés. On ne peut pas dater, par exemple, des pointes de flèches en silex ou encore des outils de métal. Une autre limitation à la méthode du carbone 14, c'est le temps impliqué. Avec nos méthodes précédentes, on parlait de demi-vie en termes de milliards, plusieurs milliards d'années même. Avec la méthode du carbone 14, on parle d'une demi-vie de 5730 ans. On n'est plus du tout dans le même registre. On peut donc ajouter une quatrième désintégration à notre tableau, mais cette fois avec une demi-vie passablement plus courte. Voyons à nouveau les implications avec le même type de schéma que pour la désintégration uranium-plomb. La conclusion est évidente. Après quelques 75 000 ans, il ne reste plus que 1,8192e du carbone 14 originel. C'est peu, c'est très peu, d'autant plus qu'au départ, la quantité de carbone 14 par rapport au carbone 12 était déjà très faible. L'analyse devient alors difficile à réaliser avec une précision acceptable. Tout ça pour vous dire que le carbone 14 est utile pour dater des objets plus jeunes que 75 milliers d'années. On l'utilise couramment en histoire et en archéologie.
On l'utilise aussi en géologie des dépôts superficiels qui souvent sont plus jeunes que 75 000 ans. Les dépôts de la mer Champlain, par exemple, qui ont quelques 10 000 ans, peuvent être datés, par exemple, à partir des coquilles, des organismes ou encore du bois fossile qu'on y retrouve. Depuis la mise au point de la méthode, on a obtenu des âges radiométriques tout au long de l'échelle des temps géologiques qui avaient été construites par des datations relatives par fossiles. Nous allons enfin pouvoir mettre du temps absolu sur cette échelle. En regardant ce tableau, on a l'impression que l'ère précambrienne est plus courte que les autres ères. C'est compréhensible car les ères paléozoïques, mésozoïques et cénozoïques sont fossilifères, avec des faunes diversifiées et le précambrien l'est si peu. Comme l'échelle a été construite à partir des fossiles, pas surprenant que ce sont les trois ères supérieures qui soient le mieux connues. On avait donc l'impression que c'est au paléozoïque, mésozoïque et cénozoïque que se situait toute l'histoire de la Terre. La première chose que nous avons apprise, c'est que les ères géologiques étaient loin de présenter des durées de temps égales. Regardez la partie gauche du schéma. Le précambrien, qui faisait figure de parent pauvre sur le tableau originel, constitue en temps presque 90 % du temps géologique, alors que les trois autres ères, ensemble, comptent à peine pour un peu plus de 10 %. Très rapidement, pour vous donner des repères, car vous retrouverez tous ces détails sur le site Internet, le précambrien va de moins 4,03 milliards d'années à moins 544 millions d'années. Pourquoi 4,03 plutôt que 4,56, l'âge de la Terre? Parce que 4,03 est l'âge de la plus vieille roche datée. Mais nous verrons cela dans une prochaine émission. Le Paléozoïque va de moins 544 à moins 246 millions d'années. Le Mésozoïque de moins 246 à moins 66,4, où il y a eu la grande extinction des dinosaures. Et finalement, le Cénozoïque va de moins 66,4 millions d'années à aujourd'hui. Vous trouverez sur le site Internet un tableau beaucoup plus complet et beaucoup plus détaillé qui vous est donné comme complément d'information et comme référence de base. Nous allons terminer cette émission comme nous l'avons commencé avec la séquence du Grand Canyon comme représentant du temps géologique. On a donc pu mettre des âges chiffrés sur cette séquence. Vous comprenez maintenant comment on en est arrivé à pouvoir dire que cette succession représente plus de 2,5 milliards d'années d'histoire. Grâce à la radiométrie, on a pu déterminer que les roches métamorphiques qui forment les fondations de cette séquence étaient plus vieilles que 1,7 milliard d'années. Que les roches sédimentaires plissées sous la discordance angulaire étaient plus vieilles que 544 millions d'années. Que l'absence des périodes ordoviciennes et siluriennes entre le Cambrien et le Dévonien indique que la surface de ravinement marque l'absence de 100 millions d'années de dépôt et que l'érosion de la séquence par le creusement du canyon se faisait depuis quelques 65 millions d'années. Aussi utiles et essentielles que soient les datations radiométriques, il faut bien voir qu'elles ne sont pas applicables à tous les types de roches et que, d'autre part, elles sont très coûteuses à exécuter. Aussi sont-elles relativement limitées en nombre. J'ai essayé de vous montrer que pour obtenir de bons âges, finalement, il faut utiliser, superposer toutes les méthodes de datation relative par superposition, recoupement, discordance et fossiles, de même que les méthodes radiométriques. Voilà, la table est mise pour les prochaines émissions où nous allons tenter de décrypter l'histoire de la Terre. Comme j'en ai pris l'habitude, à la fin de chaque émission, je vous invite donc à consulter le site Internet pour compléter ce cours. À la prochaine.